remercie pour votre présence. Je suis la Trade Marketing Manager des laboratoires Bochu. Aujourd'hui, nous sommes là pour partager avec vous l'importance des compléments alimentaires au comptoir. Comme vous le savez tous, le client et le patient est de plus en plus updaté et il est de plus en plus demandeur de nouveautés. C'est pourquoi ce typologie de produits de compléments alimentaires sont de plus en plus sollicités au comptoir et ils font partie du top of conseils que vous pouvez donner d'une manière assez sereine. Donc c'est l'objectif aujourd'hui de cette conférence. Nous avons fait appel à Dr Miss qui est docteur en officine et qui est aussi docteur en nutrition et santé et naturopathe. Donc on va partager avec vous comment booster l'immunité après la pandémie de Covid et éventuellement l'immunité des patients et des clients, elle est de plus en plus détériorée. Donc c'est l'occasion de pouvoir partager ça avec vous. Je vous remercie pour votre attention et pour votre présence et je fais appel à Dr Misk. Merci bien. Bonjour à tous. Comme Madame Sophia l'a si bien présenté, l'histoire de l'immunité est quelque chose aujourd'hui de primordial. Et aujourd'hui, nous allons parler des notions de base, des notions clés de la base de comment renforcer l'immunité. Nous allons voir un petit aperçu sur le plan. Donc faire des petits rappels au niveau du système immunitaire, définir et rappeler ce que peut être le stress oxydatif, et il n'est pas le seul délétère pour la santé, le stress nitrosatif est tout aussi délétère, les radicaux libres qui posent un véritable souci de santé et la solution qui arrive avec les antioxydants, et puis nous ferons un tour d'horizon avec la vitamine C et ses bienfaits et le minéral essentiel, le magnésium. Nous parlerons aussi de l'immunité pulmonaire et des solutions réelles au niveau du comptoir. Nous sommes tous les jours confrontés à des situations où nous sommes amenés à donner des conseils, à faire un peu d'éducation thérapeutique. Nous le faisons tous les jours auprès de nos patients. Donc, comment faire pour renforcer et supporter cette immunité pulmonaire. Donc pour commencer, vous le savez tous, donc le système immunitaire est notre principale ligne de défense, notre capacité à se défendre contre toute intrusion des pathogènes, virus, bactéries, parasites, etc. Nous sommes mobilisés grâce à ce système immunitaire à combattre et à être contre les infections. Maintenant, on présente aussi certaines tolérances vis-à-vis des allergies, tout type d'allergies, des maladies auto-immunes et contre les rejets. Il faut absolument éviter les rejets. Ce n'est pas parce que l'embryon et le fœtus, qui est aussi un corps étranger, ce n'est pas pour autant qu'il est rejeté par l'organisme de la maman. Pour ceci, le système immunitaire est doté de deux principales composantes. L'immunité innée, non spécifique, et l'immunité adaptative spécifique. Comme son nom l'indique, innée, l'immunité innée, on est avec, et elle est non spécifique parce qu'elle ne tient pas compte de la spécificité antigénique du pathogène. Elle est aussi cellulaire, elle est logée au niveau de la moelle osseuse primitive avec ses cellules leucocytaires, ses macrophages, ses cellules dendritiques avec différents degrés de pouvoir phagocytaire, et puis l'immunité acquise, adaptative, dont fait appel l'immunité innée par une présentation, nous le verrons tout à l'heure, de l'antigène. Deux lignes de défense primordiales pour l'immunité innée. La première ligne, c'est la barrière physique. Le corps a ses barrières physiques, la peau, les muqueuses, qui vont faire barrière, bouclier contre l'intrusion des pathogènes.
si malgré tout le pathogène arrive à pénétrer et à s'introduire à l'intérieur de la cellule, il y a aussi une barrière chimique par des sécrétions de mucus, de suc gastrique, des larmes. Il y a aussi en parallèle tout un système de sécrétion de substances pro-inflammatoires, de cytokines qui va se mettre en place. Les cellules dendritiques du système immunitaire inné vont devenir à un certain moment des cellules présentatrices de l'antigène. Ils vont de ce fait-là faire appel au système immunitaire adaptatif pour lui présenter l'antigène et pouvoir par la suite produire des anticorps. Donc l'immunité adaptative entre en action dans les tissus lymphoïdes, la rate, notamment les ganglions, et dès que l'antigène est présenté, il y a deux systèmes qui vont se mettre en jeu en même temps. Une première réaction immunitaire dite humorale, c'est-à-dire que la cellule va être directement, activer les lymphocytes B, qui deviendront par la suite des plasmocytes, et qui, si vous pouvez, s'il vous plaît, la régie, s'il vous plaît, si vous pouvez activer le pointeur. Donc ça ne marche pas. Alors ici, comme vous le voyez bien, il y a activation des lymphocytes P qui deviendront des plasmocytes et qui pourront activer par la suite une production d'anticorps. En même temps, il y aura une différenciation des lymphocytes T en CD8+ et CD4+, c'est-à-dire lymphocytes cytotoxiques et auxiliaires qui, eux, vont attaquer directement l'antigène d'une part et en même temps induire une prolifération de cellules mémoire. Comme ça, dans un deuxième contact, la cellule se rappellera de l'antigène qu'elle avait déjà reçu auparavant. Et là, c'est les cellules B mémoire et les cellules T mémoire cytotoxiques. Une fois qu'on a fait ce petit rappel, nous avons compris qu'il est essentiel de garder cette immunité innée et adaptative à son top, c'est-à-dire renforcée, équilibrée. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement l'affaiblir? C'est pour cela que nous allons définir le stress oxydatif. Mais avant d'en parler, il faut faire la part des choses. Un stress oxydatif n'est pas le stress psychologique. Le stress oxydatif, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Le stress que nous connaissons, que nous appelons communément stress, est un stress psychologique qui atteint l'organisme en entier. Donc, pour revenir au stress oxydatif, c'est un ensemble de situations qui agressent les cellules de notre corps. Qu'est-ce qui pourrait entraîner un stress oxydatif? Pour l'expliquer, nous allons parler un peu d'atomes. Nous sommes tous composés d'atomes. Et un atome qui a une couche externe d'électrons complète est un atome stable. Il ne va pas chercher à faire de réactions auprès de lui ou autour de lui. Sauf que si un atome perd un électron, il deviendra instable et on l'appellera radical libre. Et dans ce cas-là, il va aller chercher désespérément à voler, à piquer un électron de chez une molécule avoisinante ou tout près pour qu'il redevienne stable. La cellule qui a perdu son électron de ce fait va devenir instable et c'est comme ça qu'une chaîne de réactions des chaînes de réactions d'instabilité, stabilité vont succéder jusqu'à un point où il pourrait devenir délétère pour l'organisme et on verra dans quel cas.
Parce que ne croyez pas que, que les radicaux libres, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui se passe tous les jours, en continu. À chaque fois que nous respirons, il y a une oxydation qui va, tout comme lorsqu'on met un morceau de pomme sur une table, elle va brunir, et pour cause, oxydation. Un morceau de métal en contact de l'air, il va rouiller. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre organisme. Il va y avoir des oxydations et continuellement production de radicaux libres que l'organisme arrivera à rééquilibrer tout au long de la journée. Sauf qu'à certains moments, ce taux pourrait être très haut. Et dans ce cas-là, lorsque le radical libre atteindra ma molécule, qui peut être une molécule protéique, une molécule lipidique, de la nucléaire comme de l'ADN, etc., elle va être complètement dénaturée. Et c'est là où ça pose problème, le stress oxydatif. Quand? C'est lorsque le taux de radicaux libres dépasse ce qu'il faut comme taux normal, je dirais, pour que le corps puisse y remédier et puisse trouver une solution. Et dans ce cas-là, regardez, nous parlerons tout à l'heure des antioxydants, lorsque la balance penche dans le mauvais sens, c'est-à-dire un haut très élevé de radicaux libres, c'est là où le stress oxydatif est néfaste. Alors, nous allons définir un type très spécial de cellules, de molécules qui vont réagir avec l'oxygène. Au cours de la respiration, nous l'avons dit, nous avons la respiration cellulaire, nous avons de l'oxygène qui va être réduit en eau. Sauf qu'il y aura des espèces qui vont réagir avec l'oxygène et ils seront définis comme espèces réactives d'oxygène héros ou bien aussi Reactive Oxygen Species en anglais. Vous allez trouver en littérature les deux, héros ou ROS, comme radicaux libres néfastes pour la santé. Alors, qu'est-ce que c'est que ces espèces réactives d'oxygène? C'est l'anion superoxyde, le radical libre hydroxyle, le peroxyde d'hydrogène aussi, le H2O2, et on verra tout de suite par quel mécanisme tout ça se passe. Donc, regardez au niveau de la chaîne respiratoire, parce que ça se passe au niveau mitochondrial. Au niveau de la mitochondrie, plus de 50% des antioxydants qui seront produits dans le corps, ça se passera au niveau mitochondrial. Et donc, pendant la respiration cellulaire, à peu près entre 2 et 6% de l'oxygène va échapper à sa réduction complète en eau et va produire ce qu'on appelle l'anion hydroxyde. Pardon, l'anion superoxyde, le O2-. Alors, s'il n'est pas pris en charge par des ASE, des superoxydes dismutases ou du glutathion peroxydase pour qu'il soit réduit en eau, il va nous produire du peroxyde d'hydrogène et dans ce cas-là, avec l'anion hydroxyde, il va y avoir de l'oxydation. Il va y avoir de l'oxydation au niveau cytosolique et au niveau mitochondrial, oxydation lipidique, oxydation des molécules nucléaires, des protéines, et ce n'est pas bon parce qu'on arrive à l'état de l'oxydation. On a compris comment ça se passe par mécanisme d'action mitochondriale. Qu'est-ce qui fait que ce taux de production de radicaux libres est trop élevé? Il y a un certain nombre de causes d'oxydation. C'est bien l'exposition solaire chronique, un stress élevé, intense, chronique, une exposition à des infections répétitives, du tabac, alcool, pollution, environnement, des assiettes alimentaires déséquilibrées, pas assez d'activité physique, c'est-à-dire un mode de vie, une hygiène de vie pas assez bonne pour garder l'équilibre. Alors, le stress oxydatif, tel qu'on vient de le définir, n'est pas le seul stress connu de la cellule.
nous pouvons aussi définir un deuxième type de stress, dit stress nitrosatif. Et avant d'expliquer le stress nitrosatif, sachez que comme il y a une forme biologique dans l'organisme de transport de l'hydrogène, le NADH, il y a une forme biologique de transport du nitrogène qui est le NO, l'oxyde nitrique. Alors ce NO, quand il est très connu par ses propriétés vasodilatatrices, donc sur la pression artérielle, il est aussi microbicide, en combinaison avec le glutathion, il va réguler l'apoptose, donc le suicide programmé de la cellule, mais lorsqu'il va quand est-ce qu'il va nous produire une molécule qui va réagir avec l'azote, c'est là où ça devient un problème, c'est-à-dire le monoxyde d'azote, une espèce réactive de l'azote. Et c'est comme ça qu'on appellera stress nitrosatif. Alors ce stress nitrosatif est en partie dû au stress oxydatif. Comment? Mon fameux oxyde nitrique qui est biologique, qui est normal dans l'organisme, va se retrouver avec mon anion superoxyde et là, il y aura production d'une substance extrêmement réactive, à savoir le peroxynitrite. Dans ce cas-là, il n'y aura pas seulement, comme tout à l'heure, une oxydation normale ou pas des molécules protéiques, lipidiques, nucléaires, etc., mais aussi une dénaturation de ces molécules-là qui va obligatoirement entraîner et avoir des conséquences comme des réactions inflammatoires auto-immunes. Heureusement qu'il y a des substances, des molécules qui viendront à notre rescousse face aux radicaux libres, et ce sont mes antioxydants. Mes antioxydants ont des électrons autour d'eux, dans leur couche externe, en surplus. Et donc, ils vont faire des dons à mon atome instable, radical libre, et dans ce cas-là, éviter toute la chaîne de déséquilibre dont on vient de parler. Pour avoir des antioxydants, il faut juste puiser dans des produits qui en contiennent le plus. J'ai cité ici des vitamines A, C, E, à moindre degré, la vitamine D et la vitamine B2. Les minéraux comme le zinc qui est un excellent antioxydant, le sélénium, nous parlerons tout à l'heure du magnésium. Les acides aminés, la glutamine, le glutathion qui est un excellent antioxydant et qui est composé de 3 acides aminés, la cystéine, l'acide glutamique et la glycine, les flavonoïdes, les saponoïdes, etc. C'est-à-dire que nous devons profiter au maximum de ces antioxydants pour booster et renforcer notre immunité. Nous ferons un petit tour d'horizon pour voir les bienfaits de la vitamine C. Donc, la vitamine C est une vitamine qui n'est pas synthétisée par le corps. Nous ne pouvons pas la stocker, donc elle est tributaire essentiellement d'un apport exogène. La forme active résorbable est bien l'acide ascorbique et c'est un excellent antioxydant. Nous allons passer en revue une à une les propriétés, un à un, les bienfaits de cette vitamine C. À savoir la formation des tissus conjonctifs, de la peau, du cartilage, des os, etc. Le renforcement du système immunitaire, comment il intervient pour augmenter l'absorption du fer, en synergie orthomoléculaire, nous l'avons dit, avec le glutathion, dans le cycle et le recyclage de la vitamine E, et puis son rôle neuroprotecteur dans la synthèse de la dopamine, qui est l'hormone du bonheur, de l'accomplissement et de la noradrénaline, pour combattre la fatigue passagère. Donc, on commence par le rôle vitamine C antioxydant. S'il y a un message à retenir aujourd'hui, c'est bien la propriété antioxydante de cette vitamine C qui défend nos cellules. Pourquoi?
Parce qu'elle va agir en augmentant la production des globules blancs, donc des leucocytes, augmenter leur mobilité d'une part, donc la partie de l'immunité non spécifique innée, et puis favoriser la différenciation et la production des lymphocytes d'autre part. Donc elle va jouer sur les deux composantes du système immunitaire. Elle va contrer l'apparition et le développement des cellules cancéreuses et, nous l'avons dit, elle va agir contre la fatigue passagère. Contre le rhume, elle va soutenir mes mécanismes d'immunité innée adaptative. Et là, je vais m'attarder juste 3 petites secondes sur l'intégrité de la barrière intestinale. Sachez que la vitamine C intervient pour l'intégrité de la barrière intestinale, mais pas que. Le microbiote intestinal est le principal, je dirais, bouclier contre nos pathogènes au niveau de la barrière intestinale. C'est-à-dire qu'il va faire une barrière infranchissable. Lorsque nous avons un bon microbiote intestinal, cela va nous aider à renforcer notre barrière intestinale contre le franchissement des pathogènes. Et donc, le rôle de prévention et de l'action contre le rhume, surtout pendant les périodes hivernales, lorsque ce virus est excessivement actif. Alors sur ce slide, nous voyons comment est-ce que le cycle de la vitamine C entre ascorbate et déhydroascorbate va intervenir dans le grand cycle de la vitamine E, excellent antioxydant, bien sûr en synergie avec le glutathion et avec le coenzyme Q10 qui va, la boucle est bouclée lorsque tous les cycles sont bons. C'est un ensemble de cascades de réactions biochimiques qui font que lorsque les cycles sont complets, le grand cycle de la vitamine E est bon. Lorsque un des cycles n'est pas bon, et surtout celui de la vitamine C, il y a un problème et c'est pour ça qu'elle garde ce pouvoir antioxydant depuis le départ du radical alpha-tocophérol jusqu'à la vitamine E alpha-tocophérol active. La vitamine C a un rôle, nous parlons tout le temps du rôle réducteur du risque coronarien. Très souvent, nous n'arrivons pas à faire la relation entre les deux. Et pour ceci, je vais vous demander une attention particulière par rapport à ce que l'on va dire, parce que c'est successif et ça va très très vite. Regardons ensemble cette réaction. 2 acides aminés, proline et lysine, qui vont se faire hydroxyler grâce à des ASE, des hydroxylases, proline et lysine hydroxylase, pour donner des dérivés, l'hydroproline et l'hydroxylysine. Cette réaction n'est réalisable qu'en présence d'un cofacteur qui est le fer ferreux, Fe2+. Or, la réduction du fer ferrique Fe3+, en fer ferreux n'est possible qu'en présence d'acide ascorbique. Donc, acide ascorbique nécessaire à la réduction du fer ferrique en fer ferreux, lui-même indispensable à la réalisation de l'hydroxylation proline-lysine en hydroxyproline et hydroxylysine. Tout ça, c'est très beau, mais à quoi ça nous sert? Ces 2 dérivés vont être essentiels à la formation et à la stabilité du collagène. Le collagène, c'est une protéine essentielle à l'élasticité de tous les tissus conjonctifs. Nous l'avons dit tout à l'heure, le cartilage, les os, les dents, etc. Les veines, les artères, donc les vaisseaux sanguins. Cette élasticité des fibres des vaisseaux est assurée par le collagène et c'est comme ça que sans la vitamine C qui assure la réduction du fer ferrique, qui lui-même assure cette réaction, la formation et la stabilité du collagène n'est pas possible. Nous passons maintenant à son rôle hypocholestérolémiant et je reviens à la même réaction proline-lysine.
Cette fois-ci, ces dérivés hydroxyproline et hydroxylysine vont fonctionner en synergie avec une enzyme appelée cholestérol 7-alpha-hydroxylase, qui est le point de départ de synthèse des acides biliaires à partir du cholestérol. Donc, plus nous avons un métabolisme cholestérolémique, plus nous avons d'acides biliaires, et tout ça grâce au tout début à la présence d'acide ascorbique. Sans cet acide ascorbique, tout le reste, toute la chaîne de cascades de réactions qui s'en suivent ne peut se faire. Nous arrivons à la fatigue passagère. Tous les matins, parfois, on se réveille fatigué et on se dit on va prendre un comprimé de vitamine C pour nous donner du punch. Comment la relation va se faire entre les deux? Imaginez une chaîne protéique, donc une succession d'acides aminés avec, pendant son métabolisme, sa dégradation de la chaîne protéique, nous avons ici des coupures et nous aurons bien sûr un acide aminé comme la lysine et un autre comme la méthionine. Lysine et méthionine ensemble vont faire en sorte, bien sûr, suite à une cascade de réactions, je vous épargne les réactions chimiques, en présence de cofacteurs essentiels dont le fer et la vitamine C, qui vont agir en synergie et côte à côte auprès d'enzymes, de plusieurs enzymes hydrolases et déshydrogénases, pour la synthèse d'une substance cartinine. C'est très beau, mais à quoi nous sert la cartinine? Eh bien, la L-cartinine est celle qui est responsable de transport du groupe acyl de l'acylcoenzyme A de l'acide gras à longue chaîne. Rappelez-vous la petite structure de l'acide gras à longue chaîne. Donc, une chaîne carbonée, c'est la partie gras de l'acide gras, et le COOH, la partie acide. Donc, lorsque cette partie acyle est au niveau, elle est synthétisée au niveau de la mitochondrie, au niveau de la paroi interne, elle n'arrive pas à franchir. Elle va se mettre sur le dos de la L-cartinine pour pouvoir traverser. Il y aura un petit couplage L-cartinine et ce groupement acyle pour qu'elle puisse traverser jusqu'à arriver à la matrice mitochondriale et pouvoir produire de l'énergie. C'est comme ça que la vitamine C rentre dans le métabolisme énergétique parfait. Il y a aussi un autre schéma qui combat la fatigue passagère, qui est, regardez, l'arbre des catécholamines. Depuis l'acide aminé précurseur, qui est la phénylalanine, jusqu'à sécrétion de dopamine et catécholamine, nous avons la succession d'un ensemble de réactions enzymatiques qui ne pourront jamais se produire sans la présence de vitamine C. Entre autres, bien sûr, il y en a d'autres, mais la vitamine C, elle est essentielle et toujours présente. Nous passerons ensuite au rôle de la vitamine C dans l'absorption du fer. Vous savez qu'il y a deux sortes de fer, héminique et non héminique. Et l'héminique, qui nous provient de l'alimentation animale, il arrive quand même à une absorption intestinale qui arrivera jusqu'à 25%. Mais le non héminique, c'est-à-dire fer ferrique Fe3+, il trouve du mal à être assimilé. Il ne pourra pas franchir. Et donc la biodisponibilité au niveau intestinal, la barrière intestinale, fait défaut. Pour pouvoir avoir une meilleure biodisponibilité, donc une meilleure assimilation, le fer ferrique va être réduit grâce à la vitamine C en fer ferreux, et c'est comme ça qu'on va augmenter nos chances d'absorber du fer en plus. Et je peux vous dire qu'au niveau d'un bon repas, 75 mg de vitamine C est suffisante pour permettre une augmentation d'absorption du fer jusqu'à 12%. Vitamine C, et parfois
On parle de l'acidité gastrique. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon avec la vitamine C? Attention, c'est l'acidité gastrique qui protège l'acide ascorbique. Comme c'est un acide, donc il est bien dans son milieu acide, l'acide gastrique, de l'oxydation. Donc, dans le cas d'une augmentation de pH, notamment avec des prises médicamenteuses antiacides, cela pourrait diminuer l'activité de c'est-à-dire on va pas plus pouvoir transformer l'acide ascorbique depuis sa forme non résorbable jusqu'à sa forme résorbable. Donc, il va être sous une forme non résorbable et nous ne pourrons pas en profiter. À quelle dose? Quelles sont les doses qu'on pourrait, quelle concentration et quelle dose? Parce qu'on va parler dose et concentration. À quelle dose je pourrais utiliser la vitamine C? Gardez en tête, les références nutritionnelles, ce sont des références publiées très récemment, 2022, avec adultes 110, toujours ados, adultes, femmes enceintes et allaitantes, donc plus 10, 100, 110, 120, et puis pour les femmes allaitantes jusqu'à plus 50, c'est-à-dire 170 mg. Donc vous allez me dire, d'accord, il a besoin de 170 mg, il a besoin de 110 mg. Pourquoi prendre 1 gramme de vitamine C? Même les études les plus concluantes ont expliqué que lorsqu'on a une exposition importante au froid, par exemple, au stress, nous allons pas être... on aura besoin de vitamine C en plus. Et là, un consensus a montré que 250 mg supplémentaires sera suffisant. Donc 110 plus 250. Mais nous ne serons toujours pas dans la marge des 1 gramme. C'est une question justement de concentration plasmatique. Regardez, pour un apport alimentaire de 110 mg par litre, nous ne dépassons pas la barre des 35 micromoles par litre de concentration plasmatique en acide ascorbique. Et les études ont montré que justement, la dose optimale qui nous permet d'avoir un maximum de concentration plasmatique, c'est-à-dire entre 75 et 80 mg, se retrouve justement au niveau d'une dose de 1 gramme. Après, il n'est pas la peine de prendre plus parce que, regardez, il y a un certain effet de saturabilité, un effet plafonnement. On ne va pas plus loin, même avec 2 grammes ou 3 grammes, ce n'est pas la peine. En plus, on ne fait qu'augmenter l'élimination urinaire. On a fait le tour de la vitamine C et nous passerons à un minéral qui est le magnésium. Et le magnésium, vous ne le connaissez que trop bien, mais je voudrais insister sur les formes du magnésium, c'est-à-dire dans l'organisme, nous allons le retrouver sous 2 formes, intracellulaire et extracellulaire. C'est un macro. Le magnésium, il est sous 2 étiquettes. Macroélément parce qu'il est utilisé à des doses de plus de 100 mg par jour. Nous en avons besoin de plus de 100 mg par jour. Il est aussi un oligoélément. Les éléments en trace rentrent dans tout ce qui est fonctionnalité de la cellule. Nous parlions des 2 formes intracellulaires et extracellulaires. Et dans ce cas-là, l'intracellulaire, il est intramitochondrial, c'est le plus stable, c'est le plus abondant et il est capable de maintenir son taux même dans le cas d'une diminution des taux de magnésium extracellulaire. Donc, s'il n'y a pas assez au niveau extracellulaire, la cellule va faire sortir son magnésium vers le fluide extracellulaire. Dans le sens inverse, ça ne se passe pas avec la même vitesse. Cette fois-ci, c'est plus lent et plus progressif. Retenez ce point, on reviendra tout à l'heure sur ce petit détail. Donc là, la réserve
en capital magnésique et essentiellement osseuse pour 55%, suivi des tissus mous à hauteur de 24%, puis les muscles à 20%, et seulement 1% du magnésium dans l'organisme se retrouve dans le milieu extracellulaire. Quel est le rôle du magnésium? Retenez, s'il vous plaît, 3 grandes fonctions. D'abord, la participation active à tout ce qui est structure. Les structures minérales de l'os, les structures de l'émail dentaire, les structures des membranes cytoplasmiques. Et puis, sur le plan dynamique, il y a le rôle catalytique. Et là, il a l'étiquette de cofacteur qui intervient dans plus de 300 réactions métaboliques. Ça veut dire que le rôle du magnésium dans le métabolisme est absolument indispensable. Le troisième rôle et troisième fonction régulatrice neuromusculaire est le rôle antagoniste du calcium avec son inhibition du système excitation-sécrétion. Retenez, on revient à notre petite notion intra- et extracellulaire. Le rôle catalytique est assuré par le magnésium intracellulaire, celui du régulateur neuromusculaire est assuré par le magnésium extracellulaire. Pour ne revenir qu'à ces 2 rôles-là, regardez, défense antioxydante, ça veut dire que le magnésium, avec son intervention dans toutes ces réactions métaboliques, assure le rôle de diminution des réactions inflammatoires et le rôle de booster, renforcer le système immunitaire. Il y a le rôle régulateur neuromusculaire parce qu'avec le magnésium, nous allons avoir une transmission nerveuse qui induira une relaxation des muscles après leur contraction. Et c'est comme ça que nous définissons son rôle important et vital dans le maintien de la fréquence cardiaque. Intracellulaire, nous l'avons dit tout à l'heure, et extracellulaire. Revenons au dernier rôle régulateur. Il nous intéresse beaucoup parce qu'il va s'attaquer directement à l'état de stress. Cet état de stress dont on parle tous les jours, si on est stressé, on doit prendre du magnésium. Nous allons comprendre comment ça se passe tout de suite. Donc, dans le système neuromusculaire, il va y avoir des effets atténuateurs, des effets GABAergiques, on le verra, qui vont diminuer l'excitabilité des neurones et ralentir, vraiment, il faut souligner dessus, ralentir la vitesse de conduction. C'est ce ralentissement de vitesse de conduction des impulsions électriques qui va faire le relâchement des muscles par la suite. En cas de déficit, donc, nous aurons quoi? Accroissement de la sensibilité, accroissement de cette vitesse de conduction. Cela va entraîner des mouvements internes et des agitations suivies de tensions et de contractions. Et c'est comme ça que nous aurons des crampes musculaires. Par la même occasion, il va y avoir ce qu'on appellera une diminution du rendement énergétique, du métabolisme énergétique. Alors, quelle relation avec le métabolisme énergétique? Eh bien, tout simplement parce que, regardez, malheureusement, mon pointeur ne marche pas. Ah, si, un peu quand même, voilà. Regardez, le magnésium ici va s'intercaler entre 2 atomes d'oxygène dans tout le complexe de l'adénosine triphosphate, c'est-à-dire l'ATP, et assurer la complexité de la structure ATP. Il va rentrer directement dans l'intégrité de la structure. Et c'est comme ça que nous aurons une synthèse d'ATP, une production d'énergie qui agira sur les muscles et sur les neurones, d'où le rôle important de énergétique, dans le métabolisme énergétique du magnésium. Des enquêtes ont été faites sur le terrain et ça nous a donné des chiffres. Ma foi, moi je suis presque sûre que nous sommes stressés à plus de 22%, mais les statistiques sont là. 22% des Marocains souffrent de stress et 7 sur 10 souffrent d'une carence en magnésium.
Pour cela, nous allons parler du cercle vicieux du stress. Et nous commençons par, lorsque nous sommes stressés, nous sécrétons de l'adrénaline. Qui dit adrénaline dit sortie du magnésium, nous l'avons dit tout à l'heure, la sortie du magnésium de l'intracellulaire vers l'extracellulaire. Le cortisol, le taux de cortisol est élevé lorsque nous sommes stressés, donc nous augmentons la fuite urinaire. Augmentation de la fuite urinaire, contraction musculaire, sortie encore davantage de magnésium qui sera chassé vers le sang et nous aurons des fuites urinaires accrues et non seulement nous serons stressés, mais stressés avec un manque de magnésium. Manque de magnésium, hyperexcitabilité. Hyperexcitabilité, libération importante d'adrénaline et bien sûr épuisement de toutes les réserves magnésiques dans le corps. Heureusement que le magnésium est là, heureusement parce qu'il va avoir une action sur nos neurotransmetteurs, et c'est ça la propriété neuroprotectrice dont on parlait tout à l'heure. Il augmente le GABA, donc le système GABAergique calmant. Il augmente la dopamine et la sérotonine, nos hormones du bonheur. Il diminue les catécholamines, nous sommes plus calmes. Et il augmente la sécrétion de la mélatonine. Je ne vous cache pas que ça m'a donné du fil à retordre, la mélatonine. Je voulais absolument savoir comment le magnésium arrivait à donner une augmentation de la mélatonine. Nous allons le voir tout de suite. Revenons à notre protéine de tout à l'heure, et cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur l'acide aminé tryptophane. Eh bien, le tryptophane est le précurseur primaire d'une chaîne de réactions qui vont donner suite à la synthèse de la sérotonine, et sérotonine va donner la mélatonine. Bien sûr, toutes ces réactions ne pourront jamais se réaliser sans la présence de cofacteurs vitaminiques, ferriques et magnésiques. Tout à l'heure, on avait dit phénylalanine, tyrosine, dopamine, catécholamine, et là, c'est la sérotonine et la mélatonine. Donc, dans le même arbre, dans la même voie, même pathway, c'est comme ça que le magnésium assure son rôle régulateur neuromusculaire. Il n'y a pas que le magnésium tout seul qui a ce rôle, nous en sommes sûrs, et au niveau hépatique, au niveau du foie, nous avons une infime partie, une infime synthèse de la taurine. Grâce à la voie de la méthionine, homocystéine, cystéine et taurine, nous allons pouvoir suivre cette voie grâce au magnésium. Sans la présence de magnésium, pas de homocystéine et donc rien qui suit. Nous pourrons assister à ça en présence de vitamine B6. Donc le couple vitamine B6 association vitamine B6 magnésium est à privilégier parce que la vitamine B6 va nous fixer le magnésium en complémentation. Et pourquoi la taurine? Parce que non seulement elle va nous fixer ce magnésium, mais en plus elle va potentialiser le pouvoir calmant du magnésium. Alors, je crois que c'est une illustration parlante qui illustre la synergie entre taurine, vitamine B6 et magnésium. Toujours, regardez, anti-anxiété, anti-stress, à chaque fois, diminution du cortisol au niveau surrénal, partout. C'est vraiment un succès pour le magnésium par rapport au stress. Dans deux situations, nous pouvons assister à une élimination accrue du magnésium. Nous savons que le rein constitue un principal émonctoire avec un pouvoir régulateur pour l'élimination magnésique. Mais dans deux situations, nous allons pouvoir assister à une élimination accrue, donc une perte. Un apport, qu'il soit alimentaire ou supplémentaire, mais non fractionné, en injection. Il va juste augmenter une élimination du magnésium au niveau rénal. La deuxième situation
eh bien, c'est une situation de tension musculaire, de stress, qui va faire, nous l'avons vu tout à l'heure dans le cercle du stress, où il y a le magnésium qui est chassé vers les milieux extracellulaires. Et dans ce cas-là, si vous vous rappelez du petit point que je vous avais demandé de laisser en suspens, le magnésium n'aura même pas le temps d'agir à l'intérieur, c'est-à-dire au milieu intracellulaire, puisque la réintégration, on a dit qu'elle était lente, progressive, et donc on va perdre, même en cas de supplémentation, nous allons perdre notre magnésium en route. Là, il y a des valeurs en besoin en magnésium, et là, je veux attirer votre attention sur le fait, du moment que notre stock magnésique extracellulaire ne représente que 1%, donc finalement le dosage de la magnésémie ne reflète pas vraiment l'état de magnésium dans l'organisme. Il faut aussi le comparer à une magnésurie pour pouvoir évaluer la fuite urinaire et déterminer la quantité de magnésium qui sort de l'organisme. C'est comme ça qu'on pourra connaître exactement l'état de déficit s'il y en a un. Alors, quelles sont les causes? Les causes, elles sont vraiment multiples du déficit en magnésium. Et regardez, les causes iatrogènes, donc pratiquement une multitude de médicaments vont nous donner un déficit en magnésium. Les troubles endocriniens, une hyperthyroïdie, avec son accroissement du métabolisme, va entraîner une augmentation de la consommation du magnésium de l'organisme. Accroissement des pertes rénales, diminution de l'absorption intestinale, augmentation des besoins en cas de grossesse, d'allaitement. S'il n'y a pas assez d'apport, c'est aussi un problème et qui peut aussi donner un déficit en magnésium. Il y a aussi une certaine variabilité individuelle. Ensemble, nous n'allons pas réagir de la même façon au stress et donc nous n'allons pas perdre notre magnésium de la même façon. Il y a aussi l'alimentation. Notre plat de tous les jours n'est pas le même. Il est différent et il y a une variation individuelle à l'acidose métabolique latente. Alors l'acidose métabolique latente, elle va favoriser l'élimination du magnésium et augmenter les besoins. Et bien sûr, les facteurs génétiques. Alors comment donc peut-on savoir quels sont les signes d'alerte d'un déficit en magnésium? Comment peut-on savoir si une personne en souffre vraiment? Nous avons dit que la magnésémie ne nous renseignait pas tout le temps de l'état exact du magnésium, de la magnésurie en parallèle, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Et regardez, tous les systèmes peuvent être atteints. Respiratoire, cardiaque, digestif, avec des calculs rénaux possibles, le système nerveux avec des vertiges, des crampes, des phobies, des insomnies, des hypertensions, des hyperactivités. Tous les systèmes peuvent être atteints, un ou plusieurs systèmes à la fois, et donc nous ne serons pas étonnés de recevoir dans nos officines des ordonnances, des prescriptions de vitamines et de magnésium, surtout de magnésium, de la part de toutes les spécialités confondues. Nos amis médecins généralistes viennent en tête de liste avec plus de 73% de prescriptions de magnésium bien en avant par rapport à tous les autres. Et bien sûr, quel que soit le secteur d'activité, qu'il soit privé ou autre. Dans ce cas-là, la complémentation, retenez s'il vous plaît cette notion, elle est extrêmement bénéfique dans deux cas. Si nous ne devons retenir que ces deux cas, retenez le stress chronique et puis les troubles neurologiques. Ce sont les deux situations où la supplémentation en magnésium, elle est absolument bénéfique et favorisée. Elle est intéressante pour les sujets âgés, elle accroît leur sommeil, améliore les syndromes de prémenstruels, augmente la densité osseuse puisqu'elle rentre dans les structures de l'os, et puis améliore la protection vasculaire par action sur les endothéliums. Nous l'avons vu tout à l'heure par rapport
à l'endothélium vasculaire. Alors, dans nos officines, nous avons plusieurs types de magnésium et nous ne pouvons pas faire une conférence sur le magnésium sans en parler. Et retenez 3 critères de choix sur lesquels nous devons toujours insister. Pour les sels de magnésium, il y a le critère teneur magnésium-élément. Combien dans le comprimé de magnésium, combien on a en teneur de magnésium-élément. La biodisponibilité, donc l'absorption et l'assimilation, et puis la tolérance digestive. Avec les 2 types, soit des sels inorganiques ou des sels organiques, ils gardent les mêmes critères de choix. Et là, je vous ai concocté des petits tableaux qui sont un peu comparatifs par rapport à la biodisponibilité et la teneur en magnésium élémentaire. Voilà, les deux, même lorsque la biodisponibilité est élevée, la teneur en magnésium élémentaire laisse à désirer très souvent. Et là, pour le magnésium marin, la biodisponibilité, elle est moyenne, mais la teneur, elle est excellente, jusqu'à 58 à 60%. La biodisponibilité, elle est très rapidement rattrapée par la prise concomitante de l'association en vitamine B6. Comme ça, on fixe davantage notre magnésium, et surtout le magnésium marin est caractérisé par une excellente tolérance digestive. Là, c'est juste un récapitulatif de tout ce qu'on a dit sur le magnésium, aussi bien intracellulaire que extracellulaire. Les supplémentations, voilà ce que ça nous donne comme effet. Je vous ai promis au départ de parler de l'immunité pulmonaire, parce que les dernières études sont extrêmement intéressantes. Elles sont datées de 2021 et l'éditeur, là, c'est du solide, hein, Elsevier Masson. Alors, la naissance marque le début de la colonisation massive des muqueuses de l'enfant. Et la formation du microbiote, on parle du microbiote pulmonaire ici, nécessiterait plusieurs semaines pour être développé et mis en place. Comment garder cet écosystème en bonne santé? Donc, comment booster et renforcer l'immunité pulmonaire? Regardez, il est intimement lié au microbiote intestinal. Sachez que le microbiote intestinal est considéré comme le chef d'orchestre de tous les autres microbiotes. Et donc là, il est en communication directe avec le microbiote pulmonaire. Il fait qu'il va augmenter l'immunité pulmonaire. Et pour ceci, on va se demander comment. Géographiquement parlant, ils ne sont pas vraiment côte à côte. Plusieurs hypothèses ont été émises et on a parlé de sécrétion. Les deux microbiotes communiqueraient entre eux à distance via des sécrétions de métabolites. Deuxième hypothèse, peut-être que comme il existe une communication entre les différents systèmes immunitaires, peut-être que les deux systèmes immunitaires, intestinal et pulmonaire, communiqueraient ensemble. Troisième hypothèse, les cellules immunitaires pourraient être capables de migrer et pourquoi pas de l'intestin vers l'appareil respiratoire. Et dernière hypothèse, la présence éventuelle de translocations bactériennes susceptibles d'avoir lieu dans les deux microbiotes. Alors là, c'est juste une illustration montrant les mécanismes de défense de l'épithélium. Nous n'allons pas, faute de temps, nous n'allons pas nous attarder dessus. Avec la modulation, le pouvoir de modulation des réponses immunitaires grâce à l'épithélium respiratoire. Nous avons parlé au début de la barrière physique du système immunitaire. Et les premiers problèmes d'un système immunitaire pulmonaire affaibli, c'est la bronchite, que tout le monde connaît. Premier symptôme, c'est la toux qui commence par une toux sèche irritative et qui se termine par une toux productive après épaississement des mucosités. Regardez ici, les muqueuses bronchiques
en le comparant avec une muqueuse bronchique normale, c'est complètement bousillé. Là, c'est une bronchite chronique. Regardez toujours au niveau de l'inflammation, au niveau des mucus, de part et d'autre. Pareil pour les récepteurs, pareil pour les récepteurs à l'état sain et à l'état des bronchites. À l'état normal, lorsque nous toussons, c'est quoi? C'est un réflexe de protection du corps qui vient après, lorsqu'un corps étranger arrive, il va être reçu par des récepteurs des muqueuses, des voies respiratoires, qui, eux, vont envoyer un message, une impulsion au centre de la toux du cerveau pour qu'on tousse, on dégage les voies respiratoires. Alors là, plusieurs substances sont intéressantes pour renforcer le système immunitaire et surtout améliorer notre toux. Propolis, réglisse, bouillon blanc, thym, nous allons voir un à un, mais très rapidement, nous allons les passer en revue. Alors là, j'insiste, regardez, pour les propriétés émollientes, adoucissantes et pectorales. Plus on dégage les voies respiratoires, mieux va notre immunité. Indiqué dans toutes les atteintes des voies respiratoires, bronchite, maux de gorge, etc. Alors pour la composition, ce qui est intéressant, c'est que tous les composants du bouillon blanc, de la molène bouillon blanc, sont fluidifiantes, mucolytiques et immunomodulatrices. Les verbacosides, immunomodulantes, antalgiques, antioxydantes, et diminue le stress oxydatif dont on a parlé au départ, et bien sûr avec les acides phénoliques qui sont anti-inflammatoires et anti-infectieux. Il y a aussi le thym, alors caractérisé par son pouvoir anti-infectieux à large spectre et son pouvoir stimulant. Regardez ici, bien sûr, beaucoup d'indications, mais surtout celle de la sphère ORL, donc l'immunité des voies respiratoires. La composition du thym est très riche, mais surtout connue pour son thymol, puissant anti-infectieux. Le géraniol, donc toujours antifongique, antiviral, antipathogène. Retenez, thym, c'est antipathogène. Et les flavonoïdes, quand on dit flavonoïdes, c'est toujours antioxydante. Nous passons là au miel des fleurs, et le miel de fleurs met en avant la diversité des ressources florales. Antiseptique, antalgique, regardez, riche en oligo-éléments, vitamines B et C. Donc, antioxydants, renforcement du système immunitaire, simulation de l'énergie, amélioration du sommeil. Le miel des fleurs est absolument extraordinaire lors des toux et des bronchites chroniques et aiguës, pourquoi pas. La réglisse. Alors là, la réglisse, le composant le plus intéressant dans la réglisse est la glycyrrhizine. Et je vous ai concocté ici, regardez l'extrait total liquide en bas. Il est indiqué à 2 ml jusqu'à 4 ml 3 fois par jour après le repas. Il est excellent pour cette propriété mucolytique et mucorégulatrice. La composition de la réglisse, toujours flavonoïde. Dès que vous voyez flavonoïde, ça veut dire pouvoir antioxydant, donc augmentation de l'immunité avec les phytostérines qui ont aussi des propriétés de réduire le niveau du cholestérol sanguin. Propolis, on termine avec le propolis et je peux vous dire que le propolis est absolument extraordinaire. J'ai pris beaucoup de temps pour pouvoir le rétrécir en 2 slides parce que j'ai trouvé des propriétés à ne plus en finir, mais nous retenons sa participation à l'immunité non spécifique, regardez, pour améliorer le pouvoir des macrophages, le pouvoir phagocytaire des macrophages. Il est antitussif et anesthésique et regardez, il lutte contre le stress oxydatif. Je conclus. Ils sont contents dans la régie. Je vais conclure.
Alors, pour conclure, je sais que la plupart d'entre nous exercent dans des officines. Et s'il vous plaît, quand vous voulez donner un conseil à votre patient, ayez le tableau que je vais vous afficher en tête. Comme ça, vous ne perdez pas le patient dans plusieurs axes. Conseillez-lui de s'hydrater. On n'apprendra pas l'état de soif, parce que la plupart des personnes, même des personnes âgées, hein, des enfants, ils oublient de boire. Hydratez-vous tout le temps. Conseillez ça à votre patient. Privilégiez les assiettes alimentaires saines. Lorsqu'on dit alimentaires saines, ce n'est pas les régimes à répétition, ce n'est pas les régimes hypocaloriques, c'est des régimes, c'est des hygiènes de vie équilibrées, c'est des assiettes alimentaires équilibrées, colorées. Colorez vos assiettes. Plus il y a de couleurs, plus vous allez bénéficier de plus de nutriments et micronutriments. Alors le sommeil, sans un sommeil bien régulier, il me demande de libérer la scène. Un sommeil régulier, une activité physique régulière, diminuez le stress au maximum et n'hésitez pas à conseiller des suppléments, des compléments alimentaires. Pour finir, je remercie nos partenaires et je vous remercie pour votre attention.